L'arrestation frappe tous les Roms, et d'abord les plus nécessiteux. Dans le village voisin, nous rencontrons cette femme, Moïsa, son mari et leurs 8 enfants. Pas de revenus, pas d'électricité, et aucune perspective, sauf celle du départ. Si je trouve du travail en Europe, oui, j'irai. J'irai avec toute ma famille. Ici, nous n'avons rien, nous mourrons de faim. Le nouveau gouvernement affirme vouloir réduire le fossé qui sépare les Roms du reste des Roumains. Un défi politique et économique à l'heure où le pays s'enrichit. Selon une étude de la Banque mondiale, 23% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'était le double il y a 4 ans. Nouvelle question de téléspectateurs, elle est la suivante, et puis on revient sur un certain nombre de choses évoquées dans ce reportage. Que pense le gouvernement roumain de ces ressortissants qui sont obligés de mendier, de se prostituer en France? Ils disent quelque chose, les Roumains, ils réagissent. Il y a des... Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais comme vous le savez, il y a eu des accords entre Nicolas Sarkozy, quand il était à l'intérieur, et Nastase, qui permettaient effectivement d'essayer de régler le problème des Roumains, enfin des Roms plus exactement, en France. Et il y a eu des accords qui permettaient la réintégration en Roumanie, moyennant finance d'ailleurs, de ces gitans qui étaient venus de façon illégale sur notre pays. Mais vous savez que c'est un accord qui, comme malheureusement beaucoup d'accords de ce type, est complètement bidon, parce que ce qui se passe, c'est que la France paye pour que la Roumanie récupère ces gitans, moyennant quoi les Roumains, quelques semaines ou quelques mois plus tard, les laissent repartir dans l'autre sens et le tourniquet recommence à fonctionner. Malgré la confiscation en plus de leur passeport à leur arrivée dans leur pays. On en fabrique d'autres, c'est pas un problème ça. Malgré la confiscation de leur passeport à l'arrivée dans leur pays. Oui. Tous les fonctionnaires roumains ne sont pas forcément d'inflexibles catons et donc ça circule. Alors, arrêtons-nous un instant. Tout à l'heure, on évoquait les gamins dans la rue, des vraies difficultés sociales en France, ceux qui volent des bouteilles de champagne. Là, on commence à évoquer les bandes criminelles avec les traductions, notamment par ces quartiers où il est difficile d'aller tourner, avec beaucoup de grosses voitures. Il y a une criminalité mafieuse effective. Alors après, vous me dites... quel mot on doit mettre dessus, mais des bandes qui relèvent de la grande criminalité ou des mafias roumaines ou roms, et de qui on parle. Et est-ce que là, la situation, effectivement, est importante, voire grave? Alors, on ne peut pas parler de bande, dans le sens où un gang, par exemple, c'est par affinité des gens qui se rejoignent et qui décident de travailler ensemble dans le crime, comme on formerait ensemble une équipe de football et une équipe de boules. Hein, c'est ça. Il y a un chef charismatique et puis la bande se dissout une fois que le chef est arrêté ou tué. C'est totalement encore différent du phénomène des mafias, parce que les mafias, il y a une dimension historique, une dimension, j'allais dire, de perpétuité, quoi. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, on entre là-dedans par initiation, ça dure des fois depuis des siècles, comme c'est le cas en Sicile, en Chine ou au Japon, et là c'est encore un phénomène différent. Criminalité organisée? C'est de la criminalité organisée par clan. Tout le monde sait, dans les communautés en question, qu'il y a des clans qui vivent de manière parfaitement honorable. En Alsace, d'où vient ma famille, ils font des paniers en osier, ils font des choses comme ça, et puis ils vont les proposer à droite et à gauche, mais bon, ils n'ont pas d'activité délictueuse ou criminelle grave. Et puis il y a des clans qui, au fil des siècles, se sont criminalisés. C'est ceux-là dont les chefs possèdent les villas de luxe et puis les 4x4 derniers cris. Mais ceux-là, et ces clans criminalisés, comme toute société criminelle organisée qui existe sur cette planète, sont polycriminels. Ils n'ont pas une activité criminelle, ils évoluent en fonction des opportunités du moment. Trafic d'êtres humains, trafic de stupéfiants, énormément de recel d'objets volés dans les pays de l'Union européenne et amenés après ça en Roumanie, notamment des antiquités, énormément de vols de véhicules. C'est en fonction de ce qui rapporte le plus, en fonction de ce qu'on sait faire aussi un petit peu. Alors des tuyaux sont installés entre le centre de l'Europe et notamment une zone qui est très intéressante et qui est en plus de ça la première zone où il commence à y avoir un travail judiciaire intégré. C'est ce qu'on appelle l'Eurégio, c'est un bout de la Belgique qui est vers l'Allemagne, un bout de l'Allemagne et puis le bas des Pays-Bas. Alors comme il y a 5 frontières sur 50 km, les malfaiteurs adoraient ce coin-là puisque
ils franchissaient une frontière, ils étaient à l'abri. Donc maintenant, les procureurs, la police, tout le monde, il y a un premier travail auquel, d'ailleurs, on est associé. On travaille avec les policiers sur les gangs albanais qui circulent beaucoup dans la région, mais aussi les gitans criminalisés, ceux-là uniquement. Et donc, il y a d'énormes tuyaux, une espèce de noria continuelle de caravanes et de voitures qui circulent entre là et les Balkans. Et on transporte des véhicules, on transporte des filles dans un sens, l'argent redescend, des individus, des enfants pour la mendicité. Et donc, une fois que ces réseaux criminels sont installés, c'est une sorte de tuyauterie criminelle. À partir de ce moment-là, tout et le reste défile par là. Voilà. Et donc, sans aucune espèce de contrôle sanitaire, ça pose des problèmes criminels, mais également des problèmes de santé publique et des problèmes de toutes sortes, mais extrêmement graves. Donc voilà le système qui existe, et le bout de ce système, c'est la ville en question en Roumanie, et ville dans laquelle vivent dans un luxe effréné, en payant toujours en espèces, des gens qui contrôlent les réseaux en question. On a souvent mis en relief l'extrême violence des règlements de compte et des agissements de ces bandes criminelles dans les dimensions que vous venez de nous dire, c'est-à-dire quand on est dans les réseaux extrêmement sérieux. C'est une réalité? C'est une réalité pour toutes les sociétés criminelles organisées. Toutes. La notion reine dans le crime organisé, c'est un mot simple qu'à mon avis la classe politique utilise beaucoup trop sans savoir vraiment ce qu'il veut dire, c'est la notion de respect. Le respect, c'est moi je peux te tuer et toi tu peux pas me tuer, donc tu m'obéis. Ça s'appelle un rapport de force. Voilà, exactement, voilà. Purement et simplement. La société criminelle n'est pas le reflet inversé de la société normale, je parle du crime organisé. Ça repose sur deux choses. Plus c'est proche de vous et plus c'est sûr, et deuxièmement le respect, et ensuite sur l'opportunisme et la prédation la plus pure. On a vu certaines sociétés criminelles se livrer au trafic des déchets toxiques parce que ça rapportait plus finalement et que c'était moins réprimé que le trafic de stupéfiants par exemple. C'est en fonction de ce qui vient. Voilà. Et ça c'est très difficile à connaître parce que ça bouge tout le temps. Hein, ça circule sans arrêt, que les liens familiaux sont très forts et que les criminels qui sont par exemple en France ou qui sont en Espagne ou en Italie savent précisément dans quel village au pays habitent les familles des gens qui sont ici, par exemple, soumis à la justice et à la police. Et on a vu dans le cas des Albanais, et on a vu également dans le cas de certains gangs de Rome, une fille acceptait en Belgique d'adresser la parole à des policiers. Le lendemain, sa sœur était tuée à l'autre bout de l'Albanie. Le lendemain, les téléphones portables, ça existe maintenant, ça fonctionne dans toute l'Europe. Donc voilà la situation grave et à laquelle nous ne sommes pas habitués parce que de manière indigène, en France, on n'a pas une criminalité comme ça. C'est simplement nouveau pour les policiers et c'est à l'échelle de tout un continent. Alors, du coup, ça mène une autre question, Antonio Furis, c'est ce que cette criminalité, là, celle épouvantable qu'on est en train de décrire, elle est active aujourd'hui en France. À un moment, on a été très surpris de voir apparaître notamment des gangs de gitans qui intervenaient sur des attaques de voitures, notamment sur autoroute. Il y avait des affaires qui s'enquillaient, etc. etc. Est-ce qu'on a cette criminalité violente? Et après, on va voir qui fait quoi. On va se retourner à nouveau vers Xavier Hofer. Mais... Oui, alors effectivement, puis pour compléter un peu ce que disait M. Hofer, bon, il parlait tout à l'heure également de criminalité, enfin de polycriminalité, hein, de la même manière, de par cette étendue de pseudo-réseaux. On assiste le plus souvent à cette criminalité, ainsi qu'à bien des vols d'entrepôts, des vols de bijouterie, de parfumerie, beaucoup par voiture bélier. Alors effectivement, sur les autoroutes aussi, ça existe pour dépouiller les gens, tout simplement, et récolter ce qu'ils pouvaient, tout simplement. Et il y a plusieurs phases. Oui. On ne peut pas donner des détails sur où parce que l'enquête est en cours, mais il y a eu des policiers dans un pays d'Europe proche du nôtre qui ont mis sous la loupe des gangs comme ça pendant 1 an, avec l'autorisation de la justice, bien entendu, en les environnant, en les écoutant, en les filant, etc., simplement pour voir comment ils s'y prenaient avant de les arrêter. Alors, il y a une première phase, quand ils arrivent, ils commencent par se livrer à ce que, dans un style plus noble, Marx appelait l'accumulation primitive du capital. Ils volent des grosses voitures, ils pillent des camions et ils revendent immédiatement tout à n'importe quel prix. Ils vont vous revendre une grosse Mercedes à 100 € ou n'importe quoi. Le premier qui veut, il l'a, tout de suite. Là, ça vaut le coup, donnez-moi l'adresse. Parce que Voilà. Non, ça vaut 5 ans. Ah, merci, c'est voilà. Ça vaut 5 ans, mais c'est un détail. Mais voilà. Bon. Donc je suis reseller dans ce cas-là. Acheter une voiture à 100 €, une Mercedes, sauf à être vraiment le plus couillon des couillons. Oui, il y a un lézard là. Il y a quelque chose qui... Mais arrêtez de me stigmatiser. Non, je ne stigmatise pas, je vous rappelle la loi pénale. Je vous laisse terminer, pardon. Donc, alors, dans un deuxième temps,
il commence à prendre le contrôle d'un certain nombre de structures communautaires, d'amicales, de ceci, de cela, des originaires de la région de Dreux. Il s'implante dans un bistrot ou dans un centre social sur lequel ils ont mis la main. J'entends les éléments criminels de ces communautés-là. Et après ça, il commence à faire du business. Et après ça, il s'associe avec d'autres minorités criminelles, par exemple avec des gens originaires du Maghreb à qui ils revendent les voitures qui après ça partent vers le Maghreb. Donc l'installation, elle est celle-là. Et après quoi, quand on surveille les téléphones, ce qui est le cas, on se rend compte d'une chose, c'est que des coups de téléphone commencent à passer